Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du format Super Friends, votre rendez-vous avec des invités qui par leur travail font vivre la pop culture, la culture comics, la culture américaine, enfin bref, grâce à eux c'est pour cela qu'on peut kiffer ce qu'on lit, ce qu'on regarde, et aujourd'hui on est en présence de Douglas Attal et Vima Laponce pour parler du film Comment je suis devenu super-héros, qui est sorti sur Netflix aujourd'hui à l'heure où ce podcast est publié le 9 juillet. Alors d'abord juste bonjour Douglas. Hello. Et merci bonjour pour l'invite. Vimala. Bonjour. Alors Douglas, on t'avait déjà reçu il y a quelques mois quand dans le monde d'avant, quand on était confinés, dans le monde du confinement, où tu nous parlais de Camelot 3000 par exemple. Donc on sait que tu as un rapport très particulier avec les super-héros. C'est justement la question par laquelle on va commencer pour parler de ce film, donc qui est adapté d'un bouquin de Gerald Bronner. Premièrement, juste présente-toi un petit peu quand même. Dis-nous qui tu es pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, et vraiment quel est ton rapport aux super-héros. Je suis Douglas Attal, donc je suis réalisateur de mon premier film Comment je suis devenu super-héros. Et j'ai un gros rapport à la pop culture depuis toujours, et en particulier aux super-héros, puisque j'ai vraiment baigné dedans depuis que j'ai 6-7 ans. Mon papa lisait L'Estrange, et puis après j'ai découvert la série d'animation Batman des années 90, et voilà, je suis devenu un possédé des super-héros depuis ce jour-là. Donc les X-Men, j'imagine, beaucoup de Marvel. Alors si tu mentionnes L'Estrange... En fait, j'ai commencé par la série animée Batman, donc un peu plus d'ici au départ. Ouais. Et puis après, Marvel, évidemment. Mais j'ai commencé par les BD plus récentes, tous les comics des années 2000, de l'ère un peu de Joe Quesada, tout ça. Ouais. Et c'est après que je suis reparti vers les trucs plus vieux de Stan Lee et tout ça. D'accord. Viola, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux aussi te présenter à nous, pour ceux qui ne te connaîtraient pas sur le podcast, et nous dire aussi quel est ton rapport, si tu en as un, avec les super-héros ou pas? Eh bien, je m'appelle Vima Laponce, je suis actrice et je suis artiste de cirque aussi, et je crois que je n'ai pas vraiment le même rapport que Douglas super-héros, pour être totalement franche. Je m'y suis mise en fait par sa proposition aussi. Mais par contre, moi j'ai un gros rapport avec les cascadeurs, je crois, avec par exemple Jackie Chan et Bruce Lee, dont je suis totalement fan. Donc c'est presque l'opposé, quoi, on va dire, où finalement, dans ces moments-là, c'est plutôt un acte extraordinaire. Il s'ensuit tellement, après beaucoup de travail, beaucoup d'opérations ennuyeuses et laborieuses, que finalement c'est carrément l'inverse, quoi. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a que de la possibilité. Et pourtant, je me souviens quand même que tu as joué dans Vincent n'a pas d'écailles, qui abordait un petit peu la thématique des super-pouvoirs, mais alors avec une façon complètement différente de comment je suis devenu super-héros. C'est vrai que ce qui m'a vraiment enchanté dans la proposition de Douglas, c'est que j'avais fait ce film, et parfois aussi quand on construit des filmographies où on reçoit des propositions, elles viennent en fait s'encastrer avec d'autres que tu as fait avant, et c'est vrai que cette approche de film d'auteur, quoi, avant, de ce monsieur qui a des super-pouvoirs quand il touche l'eau, mais avec des effets spéciaux bio, là il y a plutôt une approche Roundup, on va dire, de l'effet spécial, plutôt plus brandi, quoi, on va dire. Donc j'étais contente en fait de pouvoir traiter ce sujet de deux manières différentes. Ouais, de façon générale, qu'est-ce qui te motive en fait quand tu choisis tes différents projets? Parce que dans le reste de ta filmographie aussi, tu as fait des choses qui étaient plus dans la comédie, plus dans le drame. Là, on est vraiment dans un blockbuster en fait à la française. Donc qu'est-ce qui t'appelle à chaque fois sur les projets que tu choisis? Je crois que mon rêve, ça a toujours été d'être Jean-Paul Belmondo, je crois. Du coup, quelque part, je pense que ça peut être un résumé un peu court, mais oui, allier des films d'auteur avec des films à grand spectacle. Et là, c'est la première fois qu'on me propose de pouvoir rentrer, on va dire, dans ce monde-là. Et je crois que j'aime bien la tension que ça crée entre les deux, parce que j'aime les deux. Et voilà, bon. Ok, très bien. Douglas, tu avais lu le livre de Gerald Bronner, j'imagine, avant de vouloir l'adapter. Mais du coup, c'est ton premier film, et tu voulais faire donc du super-héros en tant que premier film? Pas spécialement. Moi, j'ai fait 2 courts-métrages qui sont plus des... Bon, c'est du genre, hein, mais c'était plus des contes fantastiques, avec un truc un peu de merveilleux autour de l'univers des contes. Et moi, j'imaginais pas forcément faire un premier film, un film de super-héros. C'est vraiment le roman de Gérald en fait qui
qui m'a fait me dire en fait là il y a une approche qui pourrait être intéressante pour adapter le mythe du super-héros à la française. J'ai vu un truc très intimiste, très avec des personnages très tendres, des rapports entre les personnages très très tendres. Enfin voilà, c'était vraiment ce coup de foudre pour ce roman qui a fait que j'ai fait un film de super-héros comme premier film. C'était pas prémédité, quoi. Ouais, parce qu'en plus, c'est quand même une histoire qui, pour le coup, alors, sur laquelle tu vas faire une adaptation dans vraiment le sens premier du terme, où tu vas pas du tout transposer ce qui est dans le bouquin, puisque dans le bouquin, on est aux côtés d'un héros qui s'appelle Titan, qui est vraiment en activité, qui travaille avec la police à New York. Alors déjà, toi, tu transposes l'action à Paris. Tu transposes ça avec un détective et sa nouvelle coéquipière, donc jouée par Vimala. Et alors, quels ont été les choix un petit peu que tu as dû faire, et voilà, comment tu te dis j'ai pas envie de faire ça à New York, j'ai pas envie d'aborder forcément ce qui est abordé dans le bouquin, et comment on fait vraiment ce travail d'adaptation? Bah ouais, disons que petit à petit je me suis rendu compte que pour que ce film, parce que je voulais vraiment que ce film soit vraiment français, je voulais pas que ce soit juste une transposition à Paris des films de super-héros américains, je voulais qu'il ait vraiment une touche un peu singulière et européenne, et donc je me suis rendu compte que ça passait pas juste par transposer les noms des personnages et New York à Paris, il fallait plus un travail de fond. Et j'ai décidé comme ça de passer, que mes deux héros finalement seraient pas des super-héros, mais des flics normaux qui bossent qui sont dans un univers où il y a des super-héros qui sont banalisés dans la société. Et je trouvais que cette approche, elle était suffisamment originale et de passer par le regard humain sur les super-héros. Je trouvais que c'était une bonne approche pour faire un film de super-héros chez nous. Tu voulais vraiment avoir un regard sur le super-humain, mais d'un point de vue normal, on va dire, alors? Ouais, c'est ça. J'avais envie que le film, la porte d'entrée du film, soit par des gens vraiment comme nous, qui ont pas de super-pouvoir, comme le personnage de Vimala, et que les éléments super-héroïques, finalement, arrivent petit à petit, progressivement dans le film, mais qu'on ait l'impression de rentrer finalement dans un pur polar au début, avant de faire arriver les éléments super-héroïques. D'accord. Et du coup, j'allais me tourner vers Vimala, que je vais être en galère quand ça a mis une clope. On te l'a vendu comment le film, vraiment? Alors du coup, sur l'approche vraiment super-héros, sur l'approche plus polar? De quoi, pardon? Quand on est venu vers toi pour te proposer le film, c'était plus c'est un film de super-héros mais avec les codes du polar, ou c'est plutôt un polar et tu vas voir, il y aura un peu de touche super-héroïque dedans? On t'a pas dit du tout ce que c'était? Ah non, si, non, c'est difficile. Enfin non, super-héros. Ouais, direct. Ouais, c'est ça. Dans le titre. Ouais, c'est complètement dans le titre. Et puis c'était aussi, enfin voilà, non, clairement. Mais après, c'est vrai que moi, je trouve que là où le film il ose un espèce de réalisme dystopique qui est décalé par la SF et sous-tendu par un rythme de thriller policier. Et du coup, moi j'adore les enquêtes policières. Donc, le tout, tu vois, mis ensemble, je trouve que du coup, ça offre un point de vue qui est, je trouve, assez singulier, comme tu disais. Ouais, puis il y a un vrai savoir-faire sur le polar à la française, vraiment 36 cas des orfèvres, ce genre de choses. Je sais pas si tu t'es inspiré un petit peu aussi de... Si, complètement. J'ai revu plein de polars français, pas forcément Olivier Marchal, mais Le Petit Lieutenant de Beauvois, Police de Piala, et puis aussi le Police de Maïwenn. J'ai revu pas mal. J'avais envie d'avoir un petit truc comme dans ces films où il y a des petits moments d'enquête où ça stagne, où finalement ces scènes de bureau où l'enquête stagne, où finalement les personnages sont entre eux et se rencontrent via cette enquête, apprennent à se connaître. J'ai vachement appris de ces films-là à ce niveau-là, sur les rapports entre les personnages et le fait que finalement c'est pas forcément que l'enquête qui est intéressante, mais comment les personnages la gèrent, quoi. Ouais. Et alors je reviens quand même juste sur le travail d'adaptation, pour avoir vraiment genre une sorte de plongée dans le process, c'est-à-dire vraiment sur l'écriture, comment ça se passait du coup pour vraiment adapter le scénario, comment ça s'est pas Écoute, à un moment donné, on s'est dit donc on n'adapterait pas l'intrigue telle qu'elle est dans le roman. Et de choisir, et du coup aussi, c'est qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que j'enlève. Parce que Monte Carlo, par exemple, c'est vraiment un des personnages qui est vraiment bien présent. En fait, le personnage de Monte Carlo, qui est joué par Benoît Poulvorde,
ça fait partie des trucs que j'ai adoré dans le bouquin et donc on a vraiment gardé et son rapport avec le personnage de Pio Marmaille, ce truc un peu où lui est vieillissant, super-héros rangé des camions, et vit un peu par procuration. Il est très envieux du personnage de Pio qui est encore en activité, qui est flic. Il aimerait être son coéquipier, mais voilà, il est bloqué chez lui à cause d'une maladie qu'on dévoile tardivement dans le film. En fait, voilà, j'ai pris vraiment l'essence de ce que je trouvais cool dans le roman, c'est-à-dire les personnages, l'univers, ce que je disais tout à l'heure, les super-héros banalisés dans la société. Et après, j'ai fait un peu le truc à ma sauce. On a trouvé cette idée de drogue qui donne des super-pouvoirs et qui se répand dans la société. Voilà, je trouvais que c'était intéressant d'opposer ça à nos super-héros qui ont certains qui ont des super-pouvoirs depuis toujours, et en face d'eux, de les mettre avec des jeunes qui finalement ont un super-pouvoir en l'espace de 5 secondes. Je trouvais que ça a posé des thématiques intéressantes sur qu'est-ce que c'est qu'être un super-héros, qu'est-ce que c'est qu'avoir du pouvoir. Et donc petit à petit, on a finalement recentré le film autour de cette enquête, autour de cette drogue, et puis voilà, les choses sont faites comme ça, un peu naturellement. C'est-à-dire que l'idée, de toute façon, dès le départ, c'était aussi d'aborder le sujet de façon sérieuse, parce que je parlais de Vincent Napadeka, mais qui était vraiment une approche très très film d'auteur français, avec une toute petite touche de super pouvoir. T'en as d'autres en fait qui feraient plutôt dans le genre parodique. Toi, t'es pas là pour faire rigoler les gens, t'es là pour montrer justement que non, en fait, en France, en plus, on a un réel historique de super-héros français sur le papier. Il y a des bandes dessinées de super-héros français qui ont été faites et qui sont d'ailleurs encore faites aussi. Donc toi, t'étais aussi dans cette démarche de dire c'est pas parce qu'on le fait en France que ça peut pas être pris au sérieux comme ce que font les Ricains. Ouais, c'est ça, c'est tout ce que je voulais éviter, moi, le côté parodique un peu Super Dupont. Moi, je suis un amoureux du genre depuis toujours. Donc je voulais, à la fois, comme on disait, faire un truc un peu différent, mais en même temps, je voulais les affronter, ces codes, être fidèle quand même au genre, avoir quelques rendez-vous d'action, d'effets spéciaux, ne pas désamorcer tout par des vannes ou des personnages qui se moquent les uns des autres entre eux. Je voulais vraiment être fidèle au genre, et que ce film soit aussi une lettre d'amour finalement au genre super-héroïque. D'accord. Mais justement, par rapport à cette question de super pouvoir et d'effets spéciaux qui en incombent, toi, tu as dû utiliser beaucoup alors de post-prod. Vous avez beaucoup tourné sur fond vert ou pas ? On a tourné tout en décor réel. C'était important pour moi d'ancrer vraiment le film à la fois dans un truc très, très tangible, et à la fois je voulais que mes acteurs aient un truc sur quoi se reposer autour d'eux. On a vraiment ancré le film dans un Paris vraiment, vraiment réel. Et après, évidemment, oui, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Tous les super pouvoirs sont faits en 3D. L'enjeu, c'était vraiment de communiquer aux acteurs ce qui manquait sur le plateau, c'est-à-dire tous ces effets spéciaux, ces super pouvoirs. Moi, j'avais vraiment tout dans la tête, mais il fallait vraiment communiquer ça aux comédiens pour que eux aussi soient dedans, comprennent ce qui allait se passer autour d'eux. J'avais un peu tendance à aller un peu vite en besogne des fois en leur disant là, t'es dans telle émotion, il faut jouer comme ça, mais en fait, je me suis rendu compte très vite qu'avant toute chose, il fallait leur dire ce qui allait se passer en termes d'effets spéciaux, parce que sinon ils pouvaient pas être dans la scène, quoi. Ouais, ils peuvent pas s'imaginer ce que c'est. Par exemple, j'ai une image d'une scène où ton personnage est amené à flotter. Vimala, comment ça se passe concrètement sur le tournage de ce genre de scène? Alors on te suspend à des fils alors ou... Ouais, t'es câblé avec des baudards, quoi, des baudriers, cuisses, torse, taille, quoi. Mais après, faut gainer, quoi. Il faut un petit peu de gainage, donc je pense que c'est pour ça que j'ai été prise pour le rôle. Voilà. Pour tes capacités de gainage. Je pense, ouais. Et mais par contre, alors c'est là que Douglas te disait, tu te mets en scène parce que grosso modo, tu es en train de chuter, tu vas être rattrapé par un pouvoir. Comment... Là, par exemple, l'enjeu, c'était, elle fait un saut dans le vide, mais à ce moment-là, elle est aveuglée par un super pouvoir, donc elle ne voit rien. Et je pense que l'enjeu de la scène, c'est non seulement Vimala, elle devait sauter dans le vide, donc déjà, de base, c'est flippant. Mais en fait, chute arrière. Chute arrière, en plus, c'est pas saut dans le vide avant, c'est arrière. Donc, dans un local Eiffel. Et en plus de ça, elle devait jouer quelqu'un qui est aveuglé, donc qui ne voit rien. Donc en fait, c'était ça le truc, c'était d'arriver à jouer ce truc d'aveuglement alors que elle faisait un saut dans le vide et que déjà à la base, c'est chaud à faire, quoi.
Ouais, mais pourtant tu disais que tu faisais du cirque, donc... Ouais, mais moi je suis au sol. D'accord, ok. Moi je suis au sol, j'aime pas du tout être en l'air. Et du coup, c'est exactement ce que dit Douglas, c'est que en fait, on a tourné d'abord la chute et ensuite la suspension. Donc t'es dedans. Hein. Donc, t'as chuté de 8 mètres en arrière, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Hein. Ça, donc il y avait vraiment une. Ouais, on a tout fait sur set. Enfin, on a voilà. C'était pas juste une chute de 1 mètre avec un. Non. Ce qu'on voit dans le film, c'est voilà, la plongée dans le vide de plusieurs mètres. Elle Sans était câblée. De doublure cascade alors non plus. Non. Il y a une doublure cascade sur un gros plan main. Où, c'est ça. La cascadeuse a mis sa main parce que moi je devais être équipée pour la suspension gainage. D'accord. Non, mais ouais, c'est vraiment, il fallait qu'on voit que c'était Vimala suspendue, elle, dans les airs. Donc, je voyais mal comment on pouvait utiliser une cascadeuse sur cette scène-là, quoi. Ouais, d'accord. Et de façon plus générale, pour le reste du casting, alors, comment tu l'as composé, comment sont rotés tes choix, comment ça s'est porté sur Vimala, et puis après sur Swan Arlo, sur Pio Marmaille, Benoît Poulvord et Leila Bekti. Écoute, j'avais vraiment envie d'avoir un casting inédit, avoir des personnes qui viennent d'horizons vraiment très différents, voilà, d'aller vers des gens qui sont peut-être plus identifiés cinéma-auteur, d'autres acteurs qui sont plus peut-être un peu plus identifiés comédie. Et j'avais envie d'une impression vraiment de casting inédit, de gens qu'on n'a jamais vus ensemble. De casting 5 étoiles aussi quand même par rapport justement à ce qu'ils ont pu faire dans le cinéma français. Ouais, mais disons que je me suis rien interdit en fait. Je me suis pas dit il faut que des stars, il faut que des gens pas connus. En fait, j'ai vraiment été chercher les personnes qui me semblaient le mieux pour chaque rôle, et voilà. Et puis, mais il y a Pio qui est arrivé dans un premier temps, et après tout le casting s'est aussi un peu composé autour de lui. Voilà, les gens sont arrivés autour de lui, histoire d'avoir un groupe cohérent autour du personnage de Pio, quoi. Et dans le sens aussi que si Pio il s'intéresse au projet, c'est que c'est bon, c'est que c'est sérieux et qu'on peut y aller, ou c'est-à-dire c'est-à-dire que parce que c'est je sais pas comment le formuler, mais ton casting, c'est des grands acteurs, des grandes actrices. Et quand tu dis, je veux faire un truc de super-héros, par rapport au ressenti qu'on peut avoir sur ce registre en France, est-ce que je sais pas, c'est des gens qui t'ont dit, ça n'a pas l'air très sérieux ou non, si, te reconnaître négativement. Tout, ouais. C'est pour ça, c'est de dire après, quand quelqu'un comme Pio Marmaille. Mais c'est vrai que Pio, il a donné une couleur tout de suite au film, en fait, de par sa nature. Il a un truc assez fun en lui. Et en même temps, il prend les choses très au sérieux. Donc, c'est vrai que à partir du moment où il est arrivé, ça a donné une couleur au film et au casting. Et les choses se sont faites un peu par elles-mêmes. Après, les choses allaient de soi. Après, de qui choisir pour les personnages de Monte Carlo, de Calista, de Charlesman, qui est joué par Vimala. C'est vrai que les gens, en fait, mes interlocuteurs, finalement, à partir du moment où Pio est arrivé, ont compris un peu mieux quel film je voulais faire. Et c'était quoi alors du coup sur le tournage le plus difficile pour faire ce type de polar / blockbuster à la française? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui était le plus difficile? Je saurais pas dire. Est-ce que c'était difficile déjà en fait? Parce que c'était super simple pour toi parce qu'en fait tout coulait. Disons qu'en fait, le film a une tellement longue genèse. Oui, ça faudrait revenir aussi, que finalement c'était plus ce qui arrivait avant qui était difficile, la longue écriture, les refus qu'on a eu parfois de chaînes de télé, de gens qui pouvaient nous aider pour financer le film. C'était plus ça qui était difficile. Après, le tournage est arrivé un peu plus comme une sorte de libération en fait, surtout tu parlais du casting avec ces acteurs vraiment très talentueux. Si tu veux, on a eu plein de galères, il y a des choses qu'on n'a pu pas faire, mais si tu veux, moi je l'ai vu qu'on n'a pas pu faire, je voulais dire, mais ce tournage, je l'ai vu vraiment comme un truc joyeux. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec mes comédiens, j'avais une super équipe. Voilà, il y a eu des galères, il y a eu dans les scènes d'action, il y a une grosse scène finale d'action avec pas mal de paramètres à jouer, des gens qui sont sur câble, des effets spéciaux, des cascadeurs, des bastons. Plus il y a de paramètres, plus c'est difficile parce qu'il faut vraiment, vraiment penser à tout. Mais globalement, c'était un vrai plaisir ce tournage à faire. Ouais, parce que c'est vrai que on parle du film qui sort maintenant et dont le tournage s'est fait il n'y a pas si longtemps, mais la première fois que tu le présentais, c'était en 2015. Ouais, j'ai présenté, on a fait une sorte de petit teaser, de petit pilote pour aller chercher des financements de 4 minutes en 2015 qu'on a présenté au Comic-Con.
Et le truc qui est un peu... à la fois, ça nous a aidé, ça nous a donné confiance et ça a montré aussi aux gens qu'on avait un savoir-faire technique, qu'on avait une exigence en termes d'effets spéciaux. Et à la fois, moi, ça m'a un peu... j'ai eu envie de réorienter un peu le projet pour le rendre justement encore plus singulier. En fait, cette expérience de ce petit teaser de 4 minutes, je me suis dit que finalement, on n'avait pas encore tout à fait trouvé notre ton. Et donc, derrière, je suis un peu reparti en écriture pour rendre le truc encore plus canon, quoi. Tu mentionnais justement des refus, c'est-à-dire quel genre de refus et pourquoi disons que t'en parlais un peu tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a cette idée préconçue que c'est pas un genre qui appartient aux Français, que nous on sait pas faire des effets spéciaux, alors que toutes les grandes écoles d'effets spéciaux, notamment les Gobelins, elles sont en France, et tous les grands artistes qui sont recrutés pour les films américains, c'est les grands artistes d'effets spéciaux, c'est des Français. Donc il y avait toutes ces choses là. Il y a aussi eu quelques échecs de gros films de genre ambitieux qui nous ont pas aidés. Je pense à un film qui s'appelle Dans la brume, avec Romain Duris, qui était un film assez coûteux et qui a pas très bien marché au box-office. Et du coup, voilà, toutes ces choses-là ont fait que le financement n'a pas été facile. Et puis après, il y a aussi ce truc, c'est que c'est mon premier film. Je savais aussi que finalement, ce serait difficile de monter un film de super-héros en premier film, mais j'ai rien lâché. Je me suis battu. Voilà, on a décidé de lancer la préparation du film alors qu'on n'avait pas même pas totalement bouclé le financement. On y a vachement cru et puis à force d'enfoncer un peu des portes fermées, ça a fini par se faire, quoi. D'accord. Là, je me retourne vers toi pour aborder aussi un peu la préparation de ce rôle. Comment on t'a vendu donc Schatzman, comment on t'a vendu vraiment le personnage et de façon plus générale, quelle est ta méthode de préparation avant les films pour rentrer dans la peau de ces personnages? Après, chaque film est très différent. Donc celui-là, ça a été vraiment un travail avec Manu Lanzi et l'équipe de cascade baston, en fait, plus que ceux qui câblaient, que j'ai moins vu. Mais avec Manu, on s'est vu dans son dojo plusieurs fois. Moi, j'ai repris contact parce que j'ai fait des arts martiaux il y a très longtemps, karaté Shotokan, Krav Maga. Du coup, j'étais vraiment ravie de reprendre l'entraînement là-dessus et je voyais à quel point tout était un peu parti. Donc il a fallu, il y avait plusieurs séances qui étaient prévues, je les ai un peu doublées parce que j'avais envie de pas se faire mal aussi et d'avoir toute la chorégraphie dans les pattes. Et ouais, il y a eu ça, il y a eu regarder des films beaucoup, regarder Charlize Theron dans Bombe Atomique, regarder Charles Vanel dans Les Diaboliques, enfin des trucs complètement différents comme ça. Ouais, ça a été beaucoup ça, quoi, entre pratique et référence. Et puis il y a eu le conseiller flic aussi qui t'a vachement coaché. Jean-Mi, avec qui on a fait des sacrées séances de tir au fusil avec Pio. Et où on a appris des techniques de comment pénétrer dans des salles quand il y a un méchant derrière la porte, comment les techniques Sioux, les techniques... Donc ça, c'était vraiment aussi très ludique. Ouais, pour les différentes scènes d'intervention auxquelles vous avez droit. Comment tirer, Et tout cet aspect technique-là, ouais, moi je rejoins aussi sur l'aspect des acteurs. En fait aussi, moi j'adore la technicité. Des acteurs, c'est quelque chose qu'on ne dit pas trop en France aussi, où il y a une espèce de naturel comme ça qu'on est, où on apprend à peine le texte, on arrive et on parie sur sa nature. Et là, il y a quelque chose du travail, moi, que j'aime beaucoup et qui était plus de l'ordre de quelque chose de laborieux que tu apprends, que tu répètes, que la chorégraphie rentre en toi. Et ça, j'ai vraiment aimé faire ça. Du coup, c'est un rôle très physique aussi, alors peut-être plus que sur, je sais pas, La Loi de la Jungle ou ce genre d'autres choses. C'est très différent parce que c'est vrai que la Loi de la Jungle, j'avais une scène de baston, mais qui était Chuck Norris, quoi, qui était vraiment une référence de gag avec des gros... Voilà, des gros effets sonores, comme il y en a chez Bruce Lee d'ailleurs, pour reparler de Bruce Lee. Et là, c'était plus réaliste. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était l'approche de Manu Lanzi, comme moi, j'ai pas de pouvoir, où il avait vachement envie qu'on travaille sur une baston où la douleur rentrait en ligne de compte, puisque tous les autres, en fait, ont des pouvoirs. Et moi, de recevoir les coups, apprendre à recevoir les coups, c'était aussi quelque chose que j'avais jamais fait. Et du coup, ça fait, tu reçois vraiment des coups alors ? Ils m'ont pas fait mal avec ça. Pas du tout. Ouais, non. Mais c'était super. Mais c'était intense quand même. C'était bien intense. C'était intense, ouais, les scènes de bagarre.
Enfin, Vimala et même Layla ont beaucoup donné. Donc même quand tu reçois pas de coups, en fait, physiquement, c'est très très intense. C'est vraiment quelque chose à faire. Parce que voilà, quand tu mimes le fait que tu te prends des coups, faut se jeter dans tous les sens. Alors, je sais pas, je suis pas acteur. Donc... Après, c'est des angles de caméra surtout. Et puis après, effectivement, une fois que tu as la chorégraphie en main, en fait, faut la jouer. Et ça a l'air hyper bête ce que je dis, mais c'est pas facile parce que soit tu fais bien la chorégraphie mais tu joues pas, soit l'inverse et les coups de poing rentrent pas et ça marche pas. Donc moi ça m'a servi d'avoir fait des arts martiaux pour le coup parce que j'avais des positions, les choses qui revenaient, mais c'est vrai que en fait c'est assez long quoi. D'accord. Et t'aurais aimé avoir des super pouvoirs? Non, pas du tout. Non. Tu préférais rester au niveau humain alors? Ah ouais, je suis hyper contente. Je suis hyper contente de ne pas avoir eu de pouvoir. Je trouve il y avait plein de choses à travailler. Vu que moi je fais du cirque, j'ai l'impression que j'ai pas besoin de super pouvoirs. D'accord. Mais bon. Il fallait beaucoup de prises à chaque fois pour les scènes d'action, du coup, en fonction justement de ces problèmes de si tu joues trop, si tu joues sans faire la chorégraphie ou si tu fais trop la chorégraphie sans jouer. Sur les scènes d'action spécifiquement, je m'en souviens pas tellement si on a fait beaucoup de prises. Je crois qu'on en a fait pas mal quand même. Il y avait 2 caméras pour ces scènes-là, et puis nous, en tout cas en ce qui me concerne, on était par exemple dans un couloir assez exigu, donc en fait c'était pas facile de capter ça. C'était plus pour ces raisons-là, parce qu'on avait pas mal répété avec le cascadeur qui était super. Et donc c'était plutôt ça, pour pas s'épuiser non plus totalement. Puis Shazman, c'est aussi un personnage qui a une certaine verve. Tu as quand même des répliques mitraillettes qui s'enchaînent. Tu envoies des fions à peu près à tous tes collègues. Ça, c'était facile à jouer. Après, c'était toi les dialogues du coup parce que avec Moreau. J'ai coécrit le script avec Mélisa, enfin les dialogues avec Mélisa Godet. Mais après, tous les acteurs toutes ces vannes. Écoute, c'est du taf, c'est long. Trouver le bon truc. Après, tous les acteurs quand même se sont pas mal réappropriés les trucs. Il y a une réplique notamment vers le début du film que balance Vimala qui est une injure qui vient d'elle, qu'elle avait l'air de sortir du plus profond de son cœur, qu'elle balance au personnage de Pio. Donc voilà, moi je contrains pas du tout mes acteurs et j'aime bien l'idée que aussi qu'ils disent le texte avec leurs mots à eux et que certaines enfin voilà, les répliques finalement elles n'existent pas tant qu'elles sont pas dites par les comédiens quoi. Qu'est-ce qui fait comment tu maîtrises un peu l'équilibre justement en tant que réalisateur aussi, en tant quand tu donnes la direction d'acting, c'est-à-dire laisser à la fois les comédiens et comédiennes que tu as choisis la liberté de s'approprier les personnages, mais aussi toi tu as quelque chose dans la tête et donc tu veux aussi que leur travail corresponde à ce que tu as dans la tête. C'est vraiment le sens de la scène en fait. Quels sont les enjeux de la scène, qu'est-ce qu'on doit faire passer dans cette scène, quels sont les rapports entre les 2 personnages s'il y en a 2, comment ils évoluent dans la scène. Moi c'est ça qui m'intéresse. Après la manière dont ça se fait, c'est un travail en commun avec les acteurs. Encore une fois, parfois j'étais surpris par ce qu'ils proposaient, qui me semblait souvent supérieur à ce que moi j'avais écrit en termes de dialogue, quoi. D'accord. Après, t'es hyper précis quand même. Je tiens juste à le dire parce que c'est l'autre point de vue. Parce que moi, je sais que, comme j'ai plus l'habitude de la comédie, je dirais que la comédie c'est un rythme en fait surtout. Et du coup, souvent, quand on enlève le rythme à un acteur comique, il reste plus rien, t'es à poil quoi. Et moi tu m'as vachement cassé mon rythme du coup pour aussi trouver autre chose où moi j'arrivais des manières de marcher, de tourner la tête qui étaient par exemple comme si j'étais à 21 images secondes et il me disait calmos, on dirait une poule, et du coup sur des choses comme ça où la comédie arrivait, puisqu'on est quand même tous ce casting à part Swan Arlo, on est quand même tous des gens qui venons pas mal de la comédie et donc je trouve que t'as quand même aussi pas beaucoup d'hésitation dans les dialogues aussi, où il fallait quand même beaucoup dire le texte tel qu'il était, et ces choses-là, moi ça n'a pas été simple pour moi. C'était propre, je pense, à ton personnage. J'avais envie qu'il ait un côté un peu speed, comme tu disais, un peu mitraillette, un peu précis, un peu énergique. C'est pour ça qu'on a essayé de gommer un peu tous les moments de blanc dans les répliques, quand il y avait des petits trous, des petites pauses. J'avais envie que ça fuse quoi.
Ouais, et puis pour ta relation avec Pio Marmaille et avec même le reste enfin ton personnage interagit moins avec les autres personnages du film, mais ça aussi j'imagine qu'il y a un travail à faire pour que en même temps quand tu rentres dans ton personnage tu puisses aussi avoir l'interaction qu'il y a avec le personnage de l'autre. Ça c'est aussi quelque chose qui se fait naturellement ou faut travailler avec les autres acteurs pour vraiment réussir à créer cette alchimie de fiction. Nous, on a fait des lectures, mais on n'a pas tellement abusé sur les principes de répétition du jeu, en tout cas. Donc, en fait, c'était beaucoup des répétitions de se trouver avec Pio, justement, avec Jean-Michel, avec les armes et tout ça, qui ont créé, parce que moi, je le connaissais, on se connaissait avant avec Pio. Donc, de trouver aussi ce binôme-là, les deux couleurs du film principal. Du coup, ce truc-là, ça a été plutôt donné par les répétitions physiques que par des répétitions de jeu. D'accord. Bon, et donc tu tournes le film, il est prêt à être sortir, et puis là il se passe un truc qui s'appelle le coronavirus, et ça a été long quand même du coup de voir, j'imagine, le film qui pouvait pas sortir à cause de la fermeture des cinémas. En plus, sachant que quelque part, les projections avaient déjà été commencées aussi. À titre personnel, donc moi je l'ai vu en octobre dernier, enfin même avant, quand je me rappelle même plus quand j'ai vu, parce que c'était il y a très longtemps. Comment vous avez pu gérer un petit peu aussi cette, je dirais pas cette angoisse, mais cette frustration aussi de ne pas pouvoir sortir le film. Disons que déjà, le Covid, c'était horrible, mais il y a un truc sur le film sur lequel ça a été positif finalement, c'est que ça nous a laissé plus de temps sur la post-prod, et donc on a pu peaufiner plus longtemps les effets spéciaux. On a vraiment pris le temps de faire ça bien. J'ai pu travailler avec un superviseur qui s'appelle Alexis Washbrot, qui est un superviseur d'effets spéciaux qui fait plein de Marvel et DC. Je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid et il était un peu entre deux Marvel, ça aurait pas pu se faire. Donc pour ça, c'était cool. Et puis aussi sur la ZIC, sur la BO du film, j'ai pu vraiment prendre le temps avec mes deux compositeurs de faire plein d'allers-retours, de peaufiner, d'affiner, de pas les lâcher, de trouver ce thème de musique dont je suis très fier, ce thème principal dont je suis très fier. Et après, effectivement, il y a eu la sortie qui a été retardée plusieurs fois. Et puis, on a finalement décidé de sortir sur Netflix, finalement, parce que finalement, on voulait pas être tributaire de ce Covid. On s'est dit, il va y avoir beaucoup de films qui vont sortir en salle. Je voulais pas que le film soit sacrifié d'aucune manière, en fait. Et on s'est dit que la meilleure manière que le film soit beaucoup vu et finalement se démarque, c'était de sortir sur Netflix. Et puis, on s'est dit aussi que finalement, le public de Netflix était assez avide de ce genre de propositions. Donc ça, il y en a plein. Il y a eu les séries Marvel de Netflix, mais même récemment, il y a Jupiter's Legacy qui reste là. Mais même avant, il y a eu Project Power, par exemple, qui en plus a des éléments alors que du coup, certains vont faire l'erreur de chronologie en disant que tu aurais pompé sur Project Power sans se renseigner sur le film, alors que d'une part, ton film a été déjà bouclé avant, et surtout qu'il était en projet depuis bien plus longtemps, mais surtout aussi juste que le principe de la drogue qui donne des super pouvoirs, ça date d'il y a 80 ans dans les comics, quoi. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a déjà des choses, donc c'était quelque part cohérent quand même de pouvoir proposer sur cette plateforme, donc comment je suis devenu super-héros. Ouais, c'est vrai qu'en plus, moi, j'aime bien l'approche du super-héros vraiment urbain, ancré dans la ville. Et j'ai pas mal été inspiré par tu parlais de la série Daredevil, surtout les premières saisons. C'est un truc qui m'a vachement inspiré et que j'ai trouvé assez réussi. Donc je trouvais qu'il y avait une cohérence là-dedans, d'aller sur Netflix avec tous ces spectateurs aussi qui sont fans de super-héros. Et quelque part, quand même, j'imagine une frustration de ne pas pouvoir le voir projeté dans des salles. Parce que c'est quand même un film, comme je disais au tout début de ce podcast, qui prend le super-héros au sérieux. Donc quand tu fais de la baston, quand vous faites des combats, c'est pas pour rigoler non plus. Et quelque part, ça mérite aussi d'être... alors peut-être que certaines personnes ont des écrans à 200 pouces de diagonale, mais Ça m'a fait un petit pincement au cœur, mais vraiment, je me suis dit que c'était un mal pour un bien et que le film, potentiellement, pourrait toucher beaucoup plus de monde. Et puis après, moi, je pense qu'un film, finalement, quand un film est bon, il peut s'apprécier aussi sur petit écran. Je discutais avec un pote hier qui a vu Sound of Metal sur petit écran. Moi, j'ai vraiment pris une claque sur grand écran, et en fait, lui, il a eu le même ressenti sur petit écran. Enfin voilà, je pense que c'est une expérience différente, mais un film, je crois que ça s'apprécie vraiment sur
tous les supports et que... Sauf peut-être pas l'iPhone dans le métro. Peut-être pas, mais bon. Ça dépend chacun des modes de consommation de chacun. Et qu'est-ce que tu penses un peu du ressenti que peut avoir le public français quand on lui parle de super-héros français, justement? Est-ce que tu sens que quand même maintenant que ça fait plus de 10 ans, notamment avec Marvel, que maintenant on est quand même habitué largement à avoir du super-héros à droite à gauche, sur tous les formats, sur tous les supports quels qu'elle soit. Comment tu vois un petit peu l'attrait du public aussi pour ce qui se fait en France sur ça? Je ne saurais pas trop mesurer ça. Est-ce que tu vas regarder les commentaires des posts Netflix du coup pour voir ce que les gens en pensent, se disent chouette du super-héros en France ou pas? Je vais pas tout regarder, non, je fouille pas trop parce que c'est infini après. C'est un piège. C'est un piège. Mais enfin, il y a un truc, il y a une forme de quand même de défiance et même parfois de haine envers le cinéma français d'une certaine partie des gens que moi je trouve un petit peu absurde. Je trouve que notre cinéma il est très riche, très divers. Je vais peut-être me faire défoncer en disant ça, mais même depuis quelques années, franchement, je le trouve supérieur à certains cinémas d'autres nationalités et même le cinéma américain. Enfin voilà, ces dernières années, on a eu Portrait de la jeune fille en feu. On a eu des films vraiment de ouf de tous les côtés, le Grâce à Dieu d'Ozon, Les Misérables, et c'est des propositions très très différentes les unes des autres. Là il y a une grosse vague de films de genre qui arrivent en France aussi, donc je pense que surtout c'est vrai que ça fuse quoi. T'as La Nuée, Teddy, qui a l'air très cool. Il va y avoir le film aussi du fils de Cronenberg qui est génial. Possessor et même Médecin de nuit, c'est dans un autre registre de genre, mais aussi dans un polar parisien ultra vénère quoi. Donc, moi je pense que finalement cette défiance, peut-être qu'elle était légitime à un moment donné, mais je suis même pas sûr. En tout cas, je pense que quand on voit le cinéma français aujourd'hui, je pense que cette haine elle est vraiment absurde et pas du tout méritée quoi. Ouais, mais c'est vrai que aussi parce que tu as ce côté aussi parfois de mettre des gens dans des costumes, faut avoir aussi cet équilibre dans le côté réaliste et parce que c'est toujours quand même difficile de retranscrire vraiment ce que tu peux voir en planche de bande dessinée dans le réel et de ce côté-là d'ailleurs du niveau des costumes enfin surtout sur Monte Carlo et dans les scènes de flashback de ton film, comment vous avez fait un peu juste les designs? Écoute, moi j'avais vraiment à cœur que l'univers des super-héros et l'univers un peu polar se mélangent bien, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait deux films en un. Ouais. Et ça fasse pas trop une césure. Et donc on a essayé d'être un peu soft sur les costumes de super-héros, qui soient pas trop flashy. Et on a aussi réfléchi avec la costumière à des matières qui allaient se marier avec un univers de flic. On a même été chercher des accessoires, des tissus qui viennent d'anciens uniformes de flic. Enfin voilà, on a eu cette réflexion de se dire finalement on est dans un film de super-héros, mais on est aussi dans un polar. Et donc ces costumes, il faut qu'ils s'intègrent vraiment dans un univers de polar et donc qu'ils soient réalistes et qu'ils prennent pas non plus trop de place quoi. Et ça prend du temps vraiment cette conception à partir du concept art, du design jusqu'à la réalisation concrète et l'enfilement. Ouais, ça prend du temps. On a commencé à designer les costumes avec Alexis Briclot, trop bien. qui a fait un travail un peu de direction artistique très en amont sur le film. Après, que tu connaissais par cette que j'ai rencontré, que je connaissais notamment pour son Spawn avec Todd McFarlane. Et je l'ai contacté, il a trouvé le projet très excitant et donc il a un peu conçu très en amont la direction artistique du film, à la fois sur le ton de la lumière mais aussi les costumes. Et après, la costumière du film, c'est vraiment réapproprier les choses. Je l'ai nourri de références. On parlait de Daredevil. Dans la série, je trouve que la manière dont le costume se fond dans un univers très, très urbain et très noir et très polar, ça marche bien. Donc, c'était une vraie source d'inspiration pour nous. Ouais. Viola, je me retourne vers toi aussi, parce que pour la même question que je posais à Douglas par rapport à la profusion de super-héros, est-ce que c'est quelque chose qui, toi, t'intéresse un peu? Tu arrives à suivre un peu tout ce qui sort avec les Marvel, les DC, les autres séries Netflix, vraiment, parce qu'il y a vraiment une profusion quand tu es dans ce genre, hein. J'ai rattrapé mon retard, les Gardiens de la Galaxie, j'avais pris beaucoup de retard, mais c'est agréable aussi de prendre du retard parce que du coup, tu te fais une journée entière, quoi, où du coup, c'est assez chouette. J'ai aussi vraiment découvert
découvert tous les Mystery Men de Ben Stiller, qui est trop bien, complètement à l'inverse. Zebraman d'un japonais, Oui, je me souviens, Takashi Miike. Takashi Miike, que j'adore ce film aussi. J'ai rattrapé mon retard, je peux pas le dire plus honnêtement. Voilà. Et les Avengers aussi, que j'avais complètement loupé, mais c'est pas mal parce que tu fais tout d'un coup, quoi. Ce qui est marrant, c'est que du coup, tu as réussi à rattraper sans t'être fait spoiler à droite à gauche tout ce qui se faisait. Pas du tout, je me suis pas fait spoiler. Mais t'es pas sur les réseaux en même temps, donc c'est plus simple de pas sur se les faire réseaux, spoiler. et puis je suis certainement mal entourée par des intellos. Voilà. Quoique, c'est pas du tout incompatible. Ouais, bah oui. Surtout pas. Bah non. Oui, parce que tu fais une opposition sur super-héros versus truc trop intello, c'est quelque chose qui peut se marier ou pas? Oh bah totalement. Totalement, ouais. Ouais. Totalement, ouais, bah il y a... Enfin, après, je sais pas trop ce que ça veut dire vraiment un télo, mais disons qu'il y a... Ouais, il y a des films... des films super-héros qui sont vraiment d'une profondeur folle, donc ouais, l'univers se marie bien. Je pense à Incassable, je pense même au Spider-Man de Sam Raimi, qui ont une richesse thématique très très forte, donc ouais, pour moi c'est pas du tout incompatible. Tu seras tenté de faire une suite à ce film? J'y réfléchis, c'est pas du tout d'actualité là dans l'immédiat, mais j'y réfléchis. En fait, ces personnages, ils font tellement partie de moi que pour l'instant, j'ai un peu de mal à les quitter. Puis après, il y a aussi ce truc que c'est vrai que les gens qui voient le film, il y a une fin qui est un peu ouverte, qui laisse plein de portes et plein de possibilités, mais je l'ai plus vu au départ comme une fin juste ouverte. Et c'est vrai que du coup, les gens me disent on a trop envie de voir le 2, donc ça me titille un peu, mais pas tout de suite en tout cas. C'est vrai qu'on va pas non plus spoiler pour celles et ceux qui écouteraient le podcast sans avoir encore vu le film, mais grosso modo, même s'il y a des flashbacks et qu'il y a un passif pour certains personnages, notamment pour Monte Carlo pour le coup, qui est un héros à la retraite, c'est un film d'origin story quelque part. Oui, complètement. Et le titre est déjà explicite, c'est comment je suis devenu super-héros, donc effectivement on peut s'imaginer que tu voudrais faire un 2. Ouais, et puis après moi c'est vrai que en fait on parlait de Spider-Man 2, souvent quand la suite c'est intéressant parce que ça fouille finalement vraiment le sens de ce que c'est d'avoir des pouvoirs, et enfin voilà, qu'est-ce que c'est, la responsabilité, le sens que ça a une fois que tu as découvert que tu avais des pouvoirs, que tu t'es amusé avec, que c'est fun, mais voilà, qu'est-ce que t'en fais sur la durée? J'aime bien quand les suites creusent ça, et donc ouais, pourquoi pas. En l'occurrence, c'est quelque chose qui t'intéresserait de revenir dans cet univers, Vimala? Voilà, comme ça j'ai ton E dans le micro. C'est vrai que là, pour le coup, ce type de film, je trouve que c'est super parce qu'effectivement, sous couvert de légèreté et de grands spectacles, en fait, ça pose des questions quasi philosophiques. Et du coup, bah oui, pour cette raison-là, moi, j'adore ça. Puis j'adore le baroque parce que vous parliez du fait que, voilà, en France, on a du mal à faire passer ce genre de films-là. Et moi, je fais en fait beaucoup de films de genre. Je m'en suis aperçue en faisant ton film. Et je suis passionnée par ça, quoi, parce que c'est une manière de raconter autrement. Et en France, on est classique. En général, on aime plus le classicisme depuis très longtemps dans l'histoire de l'art. Et c'est un problème? Pour moi, oui. Ok. Il faut tout pour faire un monde. Non, pas du tout. C'était juste pour lancer un débat. Une question du coup juste beaucoup plus ouverte et générale pour conclure. Je voudrais savoir, vous deux, quel est votre super-héros préféré? Vimala, je commence par toi. Si tu en as un ou une, est-ce que tu as vraiment, parmi ceux que tu connais, un super-héros préféré? Franchement... Alors, dans le micro toujours. Ouais, j'hésite. Ça n'a pas besoin d'être un super-héros sinon, en fait, puisque a priori tous les héros ont quelque chose de super sinon. Hein. Pour moi, c'est Michelle Pfeiffer, Catwoman, dans les Batman de Tim Burton. Pourquoi? Parce que névrose profonde transformée en super-pouvoir. Ok. Très fort, très bien. Ouais, en plus, c'est très concis. Est-ce que tu vas pouvoir faire plus concis? Ouais, je suis pas sûr. Moi, il y a un personnage que j'aime bien dans les Marvel, c'est Flèche Noire, qui a des pouvoirs destructeurs dès qu'il parle. Ouais, c'est génial. En même temps, c'est une énorme. Des ondes avec sa bouche dès qu'il ouvre au lieu du son, et ça, sauf que s'il dit bonjour, en fait, ça détruit tous les immeubles à côté. Wow. Et donc c'est une sorte de tare. Je trouve que c'est intéressant ce truc. Et puis ça raconte un truc aussi parce qu'en fait c'est le chef d'une nation aussi, la nation des Inhumains. Donc je trouve que ça raconte un truc sur le fait de est-ce que pour être un leader, t'as vraiment besoin de parler. Je trouve que c'est intéressant ce truc-là. Là, c'est vraiment plus les actes que les mots qui exactement. Vont faire, c'est les Inhumains. Alors du coup, il y a une adaptation en série Les Inhumains, mais il faut pas regarder. Par contre, il faut lire les comics Les Inhumains. Il y a un volume.
Coin et les Inhumains de Bruno Dumont non plus. Non, du coup, non, ça n'a rien à voir. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour ce podcast. On vous rappelle donc que Comment je suis devenu super-héros, c'est disponible là sur Netflix à regarder. Donc, vous pouvez écouter le podcast avant ou après et nous faire vos retours ensuite sur l'émission. Merci beaucoup, Douglas et Vimala, d'avoir été là. Merci, c'était un plaisir. Volcom. Et c'est Arnaud du coup, mais je prends Volcom sera mon surnom de super-héros aussi un jour. Boucle d'oreille de Batman. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Ouais, quand on a le virus, parfois ça prend des proportions assez graves. Et donc on vous rappelle que vous pouvez partager l'émission sur les réseaux sociaux et nous faire vos retours également sur les commentaires, donc soit sur notre page Tipeee et sur le WordPress qui normalement à l'heure où le podcast est publié devrait être en ligne. Donc faites vivre le podcast, faites vivre aussi celles et ceux qui grâce à leur travail continuent d'explorer le registre super-héroïque et ça nous fait vraiment très très plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast sur First Print. Salut!